On dirait de la science-fiction, mais c'est réel, quoi. C'est mesuré que derrière, la déposition du collagène, le remodelage du collagène, va pas être le même en fonction de si tu fais rien ou si tu as accompagné ça de justement une modalité excentrique. Enfin, c'est pour ça que moi je n'utilise jamais le terme mobilité. C'est que le terme mobilité, il a tellement été stéréotypé par des pratiques qui sont mauvaises en plus. Après, toi, je sais que maintenant t'es quand même une mobilité guy, quoi. Chaque jour, t'as 1 à 2% de tous tes muscles qui se renouvellent. Chaque jour. Il y a un gros turnover quand même. Ouais. Donc c'est une machine qui s'arrête jamais. Une amplitude importante peut aussi avoir une longueur importante, mais pas tout le temps. Pour moi, l'amplitude, On va pas être d'accord. bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de la mobilité, hein, un sujet qu'on aime beaucoup, qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne, sur le pod. Je pense que l'épisode, on l'appellera le guide de la mobilité. Bon, on va pas Bien clickbait. on va pas tout détailler non plus et aller en profondeur sur tous les aspects, mais je pense que déjà, on va pouvoir répondre à certaines questions et clarifier pas mal de choses. Déjà, je pense que pour qu'on soit au clair dès le début, la première chose à faire, c'est de définir un peu ce que c'est que la mobilité. Parce que c'est vrai encore une fois, même si c'est de plus en plus populaire avec les réseaux sociaux et ces dernières années, moi j'ai quand même pas mal participé à je pense aussi démocratiser le truc, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux, j'en parle encore, mais et puis je suis pas le seul. Donc peut-être que toi ça te paraîtra assez évident et tu seras familier avec la notion, mais je pense qu'on peut quand même revenir sur certains points qui seront pas forcément évidents pour tout le monde. La mobilité, souvent, elle est utilisée de manière interchangeable avec le terme de souplesse. Pourtant, c'est pas la même chose. En tout cas, je pense que c'est pas la même chose. Après, on en discutera avec Rémi sur le fait que ça reste quand même un terme très conceptuel et que... Très stéréotypé surtout. Ouais, très C'est surtout ça. et qu'au final, ouais, on met mobilité dans une case alors qu'en réalité, c'est une sous-composante de la force, on va dire. La qualité mère reste la force. Et du coup, justement, pour définir un petit peu cette notion de mobilité, j'utilise souvent cette espèce de schéma, ce cercle-là, les trois cercles avec la mobilité au milieu. Et en fait, la mobilité, c'est l'interface entre la souplesse, la force et le contrôle moteur. Et donc, dans cette notion de mobilité, il y a donc trois sous-composantes qui sont la force, le contrôle moteur et la souplesse. La souplesse, très simplement, c'est la capacité à aller dans une amplitude de manière passive, une amplitude articulaire de manière passive. Même si, dès lors que tu commences à étirer une structure, à mon avis, t'as un tonus au niveau de la membrane qui est un petit peu plus élevé, mais... Un petit tonus réflexe, quoi. Ouais, voilà. Mais oui, si on voulait vraiment résumer, la souplesse, c'est très passif. Ouais, c'est passif. Ça reste très passif. Atteindre une amplitude articulaire de manière passive, imagine quand tu t'étires, je sais pas, les ischios ou n'importe quoi de manière passive, disons que tu le fais par toi-même sous l'effet de la gravité, ou alors Sans quelqu'un... intention en plus. Sans aucune intention de production de force, ouais. Où tu cherches à te relâcher le plus possible. Là, on est sur de la souplesse. Donc, typiquement, les étirements passifs statiques, en tant qu'outil principal pour développer la souplesse, hein, c'est connu depuis la nuit des temps. Après, la mobilité, c'est différent, parce que la mobilité, c'est plutôt la capacité, justement, à exprimer cette amplitude articulaire, mais du coup, de manière active. Et souvent, d'ailleurs, il y a souvent cette notion de souplesse active, souplesse passive. J'aime pas trop ça parce que pour le coup, je pense que ça fait pas sens. Non, souplesse, c'est passif à mon sens. Et la mobilité, c'est actif de l'autre côté, mais la notion de souplesse active, bon, après, c'est conceptuel, on se comprend, mais je suis moins d'accord avec ça. Du coup, c'est y aller de manière active, mais supposons, quand on prenait notre exemple là, de l'étirement des ischios, bah clairement quand j'étire mes ischios je fais une flexion de ma hanche, donc en gros soit je penche mon buste sur ma cuisse, soit je ramène ma cuisse contre mon buste en ayant le genou tendu, le plus tendu possible. Mais quand je le fais de manière active, c'est par exemple je lève ma jambe devant moi de manière active. Sport de combat en réalité. Voilà, et ça va nécessiter d'autres qualités. Ça va nécessiter la capacité à l'arrière de ma cuisse à s'étirer, à ce qu'il y ait une tolérance au niveau du système nerveux pour que ça vienne s'étirer, se relâcher, mais en même temps que j'ai une capacité à produire de la force
Activement, ouais. activement sur l'autre côté de l'articulation, sur le côté qui vient se fermer, donc du coup où je ramène ma cuisse vers mon buste. Donc tout ce qui va être les fléchisseurs de hanche, les psoas, les droits fémorales, etc. Il y a peut-être aussi une notion, parce que tu sais, on dit oui, quand je contracte un côté de l'articulation, il y a un relâchement de l'autre côté, antagoniste, mais bon, il n'y a jamais vraiment un tel relâchement, et surtout quand on fait des mouvements sportifs à vitesse. Je sais pas, dans cet exemple-là, je pense par exemple, tu fais un saut de haie, donc tu dois faire une flexion de la hanche très rapide avec le genou. Enfin, c'est un bon exemple, je pense, d'un étirement actif très rapide des ischios. Mais pour le coup, vu que tu es à très grande vitesse, au final, tes ischios, ils sont pas relâchés du tout. Ils sont en co-contraction ou en excentrique rapide, tu vois, pour stabiliser l'articulation, enfin les articulations. Ça d'ailleurs, c'est un bon exemple, mais classiquement, on stéréotype un peu la mobilité sur je sais pas, des concepts ou alors des modalités très mauvaises, très bullshit entre guillemets, mais le saut de haie, pour le coup, c'est un super exemple de l'expression de la mobilité dans l'activité sportive. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui écouteront ce podcast et qui voient pas du tout ça comme de la mobilité, parce qu'on voit ça comme de la pratique sportive, du geste sportif, et que c'est pas du développement de la mobilité, mais c'est de l'expression pure et simple de la mobilité. C'est-à-dire, et ceux qui ont déjà fait du saut de haie le savent à quel point c'est hyper contraignant d'un point de vue flexion de hanche et même de rotation, parce que tu en as aussi un peu, et de contrôle. Alors à un moment donné, tu es vraiment sur des positions articulaires qui sont assez extrêmes, et Ouais, tu dois avoir clairement. un contrôle et une production de force. Donc ouais, ça je pense à un super exemple de l'expression de la mobilité dans l'activité sportive. Clairement, le saut de haie, quand il pense, supposons que c'est ta jambe gauche que tu vas franchir la haie, enfin que c'est ta jambe avant. Clairement, ça te demande de la flexion de hanche, genou tendu. Donc tu dois pouvoir, au niveau de l'étirement des ischios à l'arrière de la cuisse, tout ça. Mais la hanche arrière, elle est en interne, abduction ouais, sur le côté et en rotation interne. Et c'est horrible. Et ouais, c'est de l'expression de mobilité. Mais clairement, si tu es un athlète et que tu n'arrives pas à accéder à ces amplitudes-là, et on le verra après, ce qui peut limiter la mobilité, il y a plusieurs origines. Mais clairement, c'est pas juste faire du saut de haie qui va améliorer ta mobilité. Alors, il y a évidemment, pour moi, il y a l'entraînement, et il y a la notion d'entraînement, il y a la notion de pratique. Quand tu fais ton sport, quand tu fais le saut de haie, le pattern, le mouvement sportif en lui-même, tu vas t'améliorer d'un point de vue coordination, technique, tout ça sur le mouvement. Mais encore une fois, si tu n'arrives pas à exprimer une abduction verticale et une rotation interne de hanche suffisamment importante pour franchir la haie tout en restant le plus proche possible de l'obstacle, enfin bref, si tu n'arrives pas à exprimer cette amplitude articulaire-là, cette position articulaire, Ouais. on y reviendra, c'est pas juste en faisant du saut de haie que tu vas y arriver, et du coup à côté il faut plutôt passer par la case entraînement et travailler spécifiquement sur les tissus qui peuvent être limitants. Puis ça, juste par rapport à ça, mais des fois on voit peut-être des raccourcis au niveau de la pratique sportive, en tout cas dans les clubs, quand par exemple on fait beaucoup de travail technique sur les haies, tu vois, du semi-technique, ou alors où tu fais du passage de haie, puis progressivement tu vas augmenter la hauteur de haie pour contraindre de plus en plus. Mais peut-être que ce serait bien aussi de dissocier le travail en disant bah là je vais spécifiquement travailler de par la souplesse, la mobilité par la suite, et puis ensuite intégrer de la vitesse, ensuite réintégrer du technique, mais pas essayer de faire un combiné des deux et de progressivement surcharger ton balistique entre guillemets, donc on va dire ta mobilité sur plus grande vitesse. Des fois il faudrait juste passer du temps spécifiquement à développer le côté articulaire, et ensuite réinvestir tout ça dans le technique et dans le spécifique au final, quoi. C'est sûr que ça semble pertinent au premier abord, parce que tu te dis qu'il y a une notion de surcharge progressive quand tu dis augmenter la hauteur des haies, tout ça. Ouais, c'est ça. Tu dis voilà, cette notion de surcharge progressive, et du coup on va progresser petit à petit, sauf que bon quand tu franchis des haies de plus en plus hautes et tout, cet exercice semi-technique de franchir les haies en termes de comment dire, en termes de contraintes mécaniques et de temps sous tension sur les structures qui ont besoin de s'adapter, c'est trop court. Je veux dire, c'est quelques reps, voilà. Non, ça nécessite d'être beaucoup plus spécifique, et on va y revenir justement. On a parlé je parlais au début un peu de souplesse en définissant cette notion de mobilité. Aujourd'hui, je vois vraiment la souplesse comme
j'aimais bien cette expression, la souplesse est un passeport pour la mobilité. C'est-à-dire que tu dois être souple pour être mobile. Tu vois, tu dois être capable. Tu as toujours une amplitude passive qui est plus grande que l'amplitude, entre guillemets, active. Et ça, moi, je l'évalue tous les jours avec des personnes sur des bilans. Mais parfois, ça peut arriver que tu as une amplitude passive qui est pourrie et l'amplitude active, elle est au même niveau, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart entre les deux. Elle n'est pas moins bien que la passive. Elle est au même niveau. Mais bon, vu que la passive, elle est déjà très limitée, forcément, tu peux pas aller plus loin. Un truc Après, qui est sûr... ouais, donne peut-être un exemple pour ceux qui écoutent ou quoi, genre la différence entre souplesse, genre passif et actif avec un mouvement, genre une flexion de l'épaule ou quoi. Par exemple, si pour expliquer. on reprend notre exemple très clair, les ischios, si je me penche en avant, enfin si par exemple je lève ma jambe comme ça de manière active, ça va être de la mobilité parce que je vais fléchir ma hanche, je vais venir étirer l'arrière de ma cuisse et donc il va y avoir une notion de mobilité avec du contrôle moteur et une production de force. Par contre, si juste je penche mon buste sur ma cuisse en me relâchant totalement et je viens étirer les structures à l'arrière, là on sera sur une notion de souplesse. Et donc il y a dans les deux cas, il y a cette notion de flexion de hanche, soit passive, soit active. Et je suis censé aller plus loin en passif qu'en actif. Ce qui paraît logique. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je la teste pour ce même exemple, la flexion de hanche, avec le genou tendu, on parle des ischios. Je le teste, c'est une flexion de hanche genou tendu, je le teste et genre couché sur le dos. Et juste, tu relèves une jambe. Alors souvent, j'utilise genre par exemple un élastique, tu prends les extrémités, tu mets au niveau du pied comme ça. Donc tu as la jambe fléchie, tu mets hop comme ça sous le pied l'élastique. Et tu viens relever ta jambe de manière en utilisant tes bras, tu vois, qui sont accrochés à l'élastique. Et donc tu viens emmener ta jambe toi-même En gardant le genou, en flexion de hanche genou tendu. Et tu vois jusqu'où tu arrives à aller. Et après, bah, tu reposes l'élastique, tu fais la même chose, tu repars. Et là, tu lèves ta jambe toi-même de manière active. Et tu vois un peu la différence. Ceux qui généralement sont très limités déjà sur le passif, souvent je trouve qu'ils vont en actif exactement à la même amplitude, au même angle, tu vois. Ça arrive qu'il y ait aussi des profils où les personnes vont aller super loin, surtout les personnes par exemple qui font de la danse ou les gymnastes, tout ça, ils vont avoir une amplitude passive énorme. Par contre, en actif, ils vont aller beaucoup moins loin. Après je pense que ça dépend. Je prends un danseur ou une danseuse ballet. Je pense qu'en actif, ah oui, non, clairement, oui. C'est des exemples de mobilité. Ouais, j'en ai des. Après, j'ai des profils, chez toutes les personnes que j'évalue, j'ai des profils c'est très hétérogène. Hein. Et des fois, je suis assez surpris de ce que j'obtiens. Mais ouais, ça dépend vraiment. C'est soit t'as le passif et l'actif au même niveau, les deux sont pourris, soit le passif, il est vraiment en avant et l'actif, il y a un gros écart entre les deux. Et donc là, pour le coup, il y a justement cet écart passif-actif, il y a cette notion de gap, enfin il y a un écart dans le compte, il y a toute une zone, toute une amplitude où tu n'arrives pas à produire de la force et du contrôle moteur. Et donc ça après on verra, mais il y a des outils pour venir réduire cet écart entre les deux et justement rapprocher l'actif le plus possible du passif. On veut pas réduire le passif bien sûr, on veut pas perdre de l'amplitude. Et le dernier profil c'est quand tu as les deux, hein, quand tu as suffisamment d'amplitude passive et active pour l'activité que tu pratiques. Et ça, c'est important. Encore une fois, par rapport à cette notion de mobilité, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais le but, c'est pas d'être contorsionniste et d'être le plus souple et le plus mobile possible. C'est toujours en rapport avec l'analyse de l'activité et les besoins qu'on a. Là, quand on prenait l'exemple du saut de haie, c'est sûr que les contraintes sur les hanches et les genoux sont assez importantes. Maintenant, quand tu fais, je sais pas moi, du cyclisme, là aussi, tu as des contraintes sur les genoux, sur les hanches, tout ça, sur les membres infs. Mais par exemple, on s'en foutra de ta mobilité d'épaule, quoi, quand tu fais du vélo. Donc c'est toujours à remettre dans un contexte. Ça, c'est juste, ouais, peut-être par rapport à ça, mais la mobilité, ça a été hyper médiatisé par FRC, quand même. Oui. Beaucoup. Et en fait, quand tu regardes tous les mecs, que ce soit Spina, que ce soit tous les gars là-haut, c'est des gars qui viennent quand même des sports de combat. Ouais. Un jiu-jitsu, je crois. Jiu-jitsu brésilien, ouais. Et en fait, si tu dézoomes un peu et tu regardes l'analyse spécifique de l'activité, les sports de combat, c'est des sports où tu as un gros degré d'incertitude et tu as aussi beaucoup d'amplitude. C'est impressionnant et surtout, tu as une demande d'amplitude et de longueur, on verra ça après. Et tu as aussi une demande de production de force sur des amplitudes qui sont malades parce que si jamais tu es en soumission ou je sais pas,
et que tu as le bras en totale rotation externe ou quoi, et que tu dois produire de la force, à un moment donné, la spécificité de l'activité fait que la mobilité est un prérequis qui est indispensable. Et du Quand ils coup, sont au sol et qu'ils sont sur des voilà. positions d'étranglement avec les jambes et tout, là, Donc, en rotation ouais. externe, flexion Non, comme mais ça, voilà. là, c'est abusé. Du coup, là, dans ce cas-là, il y a vraiment une demande de travailler spécifiquement ça, mais il faut toujours recontextualiser par rapport à l'activité, parce que des fois, on a tendance à utiliser du coup le modèle FRC et les outils et exactement le même type d'entraînement, mais on n'est pas du tout sur le même sport. Si je prends moi un coureur à pied, par exemple, oui, il a des demandes, surtout au niveau du pied, au niveau du genou, de la hanche, etc. Mais il aura jamais la même demande qu'un mec qui fait des sports de combat au sol. Donc à chaque Clairement. fois, il faut toujours recontextualiser et se dire, ok, qu'est-ce qui est important pour mon athlète et jusqu'où je dois pousser le facteur mobilité, quoi. Donc ça, c'est hyper important et il faut pas juste regarder ce qui se fait sur les réseaux et en mode, ah ouais, je dois faire ça C'est en clair. termes de mobilité, Si quoi. tu prends un coureur à pied, je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, mais un coureur à pied, bon bah, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. Le haut du corps. Bon, déjà le haut du corps, mais même des fois sur le bas du corps, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller travailler, je sais pas, son abduction de hanche à fond, enfin, alors que dans son pattern de course, bon, suivant que si c'est sur du trail ou quoi, que t'as terrain qui est plus ou moins chaotique, que tu peux te retrouver en plan incliné, Ouais. etc. Pourquoi pas? Mais encore une fois, aller chercher vraiment des grandes amplitudes, genre grand écart et tout ça, ça se discute, mais je pense qu'il y a probablement d'autres priorités avant ça. Ouais. Et ouais, bon, nous, on surfe pas sur une mode et pour essayer absolument de vendre un truc. Il faut toujours recontextualiser pour que ça reste pertinent. Donc ouais, t'as pas besoin, je pense, quand t'es coureur à pied, d'avoir une mobilité de fou dans toutes les amplitudes. T'as pas besoin d'avoir une flexion de hanche Oui. collée au buste non plus. Je veux dire, le mouvement comment dire, ne Demande le pas, ouais. nécessitera pas. Ouais. Contrairement à un cycliste, par exemple, où là, sur son vélo, il a besoin d'avoir une bonne flexion de hanche. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs cyclistes, et à chaque fois, je suis quand même assez estomaqué de voir la mobilité de hanche qu'ils ont, ça va pas du tout. Et il y a vraiment un gros boulot là-dessus. Alors pourtant, si tu vois, on est dans un sport où il y a une grosse expression de la mobilité de hanche, normalement, enfin, il y a une nécessité d'être dans des bonnes amplitudes de flexion, de rotation interne, tout ça. Pourtant, les prérequis sont pas forcément là, tu vois, ce qui peut limiter, d'ailleurs, causer des problématiques. Pour revenir je vais y arriver, mais revenir sur cette notion de mobilité, on a parlé de souplesse, mais pour la force, c'est le contrôle moteur. Comment on définirait un petit peu le contrôle moteur? Je pense que Ouais. c'est le truc qui est Déjà, un peu flou pour les gens généralement. c'est deux trucs qui sont indissociables. Clairement. C'est-à-dire que quand t'as... Enfin, après, je pense que même quand t'es dans des situations de souplesse, t'as quand même du contrôle moteur un peu, mais beaucoup moins prononcé que quand t'as une production de force. Pour moi, pour nous peut-être, Oui. le contrôle moteur, je pense que c'est la boucle spinale, donc c'est-à-dire du cerveau en gros, et c'est la capacité à recevoir la commande et à envoyer une commande au niveau du muscle pour la production de force. Donc au final, à chaque fois qu'il y a une production de force, il y a un contrôle moteur et inversement, quoi. Les deux sont indissociables, et après tu peux rajouter la souplesse dessus et la longueur et l'amplitude ou quoi, et du coup tu vas poser ta force et ton contrôle moteur par-dessus, et dans ce cas-là on parlera de mobilité. Clairement. Je pense qu'il faut faire éventuellement peut-être quelques rappels physio, neurophysio, un peu basiques, mais qui sont importants pour comprendre cette notion. Je pense que tu vois, tu parlais de boucle spinale et du coup d'informations qui provient des tissus, tout ça à la périphérie. Donc ouais, il y a cette notion d'afférence, c'est-à-dire tous les signaux qui nous reviennent de nos tissus, nos articulations, nos tendons, nos ligaments, etc. Tout ça, tous ces tissus ont des capteurs qu'on appelle des mécanorécepteurs qui envoient de l'information au cerveau et à la moelle épinière aussi. Et ces informations remontent, si elles remontent jusqu'au cerveau, parce qu'il y a un relais au niveau de la moelle épinière, Ouais. pour savoir si c'est nécessaire de remonter au cerveau ou pas. Il y a une décision qui se fait à cet endroit-là. Mais bref, ça remonte jusqu'au cervelet, et puis après, le cervelet distribue aux différentes aires du cerveau, les aires sensorielles et motrices, prémotrices, tout ça. Donc ouais, le cerveau, dans cette notion de contrôle moteur, déjà, comme tu dis, il y a cette notion de contrôle. Et cette notion de contrôle, ça fait vraiment gouverneur central. Ouais. C'est pas Tim la Knox. théorie du gouverneur central, un truc C'est comme ça. Tim Knox, ouais. Mais Et ça renvoie vraiment à genre le patron, c'est le cerveau, tu vois. Et il prend des décisions en se basant sur plusieurs choses, sur les informations qu'il reçoit à la périphérie de manière directe et
par rapport à l'aire prémotrice aussi, aux anticipations que tu peux avoir, parce que ton cerveau anticipe par rapport au vécu que tu as pu avoir, etc. avant. Mais bref, et donc tu as cette boucle sensorimotrice qui est indissociable, parce que tu te bases sur les informations sensorielles que tu recueilles de la périphérie pour prendre une décision, et sur ton vécu et ce que tu anticipes pour prendre une décision motrice, mais en même temps ta décision motrice elle est ajustée par les changements sensoriels qu'il y a au cours du mouvement. Donc ouais, il y a cette boucle. Double sens, Il y a cette boucle sensorimotrice et donc cette notion de contrôle moteur. Mais ouais, comme tu dis, c'est indissociable de la force. Dès qu'il y a production de force, il y a des fluctuations dans la boucle sensorimotrice et donc il y a, bah il y a déjà, de base, avec la production de force, ce qu'on sait sur les unités motrices, etc., avec le relais au niveau nerveux, au niveau musculaire, plaque motrice et tout, on sait très bien que lorsque tu as une production de force à la périphérie, tu as forcément un contrôle moteur qui va avec, quoi. Clairement. Donc la mobilité, c'est une production de force sur une longueur ou une certaine amplitude. Voilà. Et du coup, par-dessus, tu as forcément le contrôle moteur puisque tu as une production de force. Et c'est pour ça que juste avant le podcast, on en parlait rapidement, mais Rémi me disait, ouais, c'est vrai que toi, au final, tu parles souvent de mobilité. Moi, j'en parle jamais. Moi, j'en parle jamais. Je parle pas de mobilité. Parce que ça reste un concept, la notion de mobilité. C'est pas, par exemple, un terme qu'on va beaucoup retrouvé dans la littérature scientifique, tu vois, en tant que tel. Non. En tant que tel, non. Et puis, toi, comme moi, je pense que des fois, tu as des personnes qui disent, ouais, moi j'étudie ça, est-ce que tu as de la littérature sur la mobilité? T'as de la littérature sur les Pelzrel, sur les racks. Et du coup, t'es là, tu dis, mais en fait, c'est pour ça que moi je n'utilise jamais le terme mobilité. Enfin, je l'utilise moins maintenant. Parce qu'en fait, là, c'est pas la bonne question. En fait. C'est que le terme mobilité, il a tellement été stéréotypé par des pratiques qui sont mauvaises en plus, que moi, je préfère juste dire, en fait, observe la mobilité comme juste une production de force sur une plus grande amplitude ou une plus grande longueur, tu vois. Et c'est pour ça que c'est bien des fois de donner des exemples comme le saut de haie, par exemple, ou même le javelot, par exemple. Le javelot, c'est un super exemple de rotation externe avec de la vitesse en plus. Et voilà, éviter d'utiliser. Après, toi, je sais que du coup, maintenant, t'es quand même. T'es une mobilité guy, quoi. Non, mais voilà, du coup, t'as vraiment utilisé. Mais maintenant, les personnes commencent à quand même bien comprendre ce que c'est, je pense. Arrivent à distinguer la mobilité de la souplesse et rentrent pas dans le stéréotype de la mobilité comme on l'entend un peu partout, quoi. Ouais. Les bouquins le sous-entendent aussi, hein, parce qu'il y a des livres qui sous-entendent. C'est vrai qu'il y a un stéréotype et après. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, souvent, qui veulent lire de la littérature, qui veulent des preuves sur ces choses-là, en fait, après, si tu tapes Mobility dans PubMed ou quoi, tu vas pas trouver grand-chose. Mais parce que la littérature n'utilise pas les mêmes termes que ce qu'on peut employer conceptuellement avec les FRS, FRC, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que dans la littérature, la mobilité, oui, comme tu dis, c'est juste de la force à une certaine amplitude. Donc il faut chercher différemment. Mais bon, ça reste le concept, c'est conceptuel, ça nous permet de comprendre un peu de quoi on parle. Maintenant, je voudrais vite fait aborder les différentes choses qui peuvent limiter la mobilité pour le coup. Donc la mobilité, on l'a vu, c'est 3 sous-composantes, force, contrôle moteur, mais bon, ça va avec. Pour moi, c'est force, souplesse, quoi, en gros. Contrôle moteur, c'est avec la force. Force et souplesse. La souplesse, pour la redéfinir un petit peu, même si je disais que c'était atteindre une amplitude articulaire de manière passive, elle est conditionnée par quoi ? Elle est conditionnée, la souplesse, par la tolérance du système nerveux à l'étirement. C'est-à-dire que quand, reprenons cet exemple très populaire, notre étirement des ischios, typiquement, tout le monde peut le ressentir. Quand tu te penches sur ta jambe et que ça vient tirer à l'arrière des ischios, pourquoi ça tire ? Parce que tes ischios se contractent de manière réflexe en réponse à cet étirement. Et ça, c'est le réflexe myotatique, donc qui est un des réflexes de tous les réflexes qu'on a. On a plein de réflexes. Des réponses réflexes, c'est-à-dire incontrôlées, involontaires et inconscientes. Et ça, c'est mis en place par pour le coup, la moelle épinière, par ton système nerveux pour te protéger. C'est-à-dire qu'il y a une détection d'une menace et on cherche à te protéger. Et le fait d'être souple, si tu arrives à aller beaucoup plus loin et que tu as beaucoup moins cette contraction en réponse à l'étirement, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins cette perception de menace pour ton système nerveux. Et s'il n'y a plus cette perception de menace, il y a une réponse réflexe qui est inhibée, qui est réduite, et donc ton système nerveux te laisse aller plus loin dans l'étirement. Donc en fait, on
on peut se dire que la souplesse, c'est une forme de tolérance à l'étirement. Et c'est comme un entraînement. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'était aussi bien un entraînement des muscles que du système nerveux, du cerveau. Parce que on essaie d'habituer petit à petit notre système nerveux. Quand je dis système nerveux, je dis pas seulement le cerveau. Parce que pour le coup, la réponse réflexe, elle est envoyée par la moelle épinière. Et ça revient pas forcément au cerveau. Mais bon, il y a quand même des mécanismes qui sont conscientisés ou inconscientisés, qui sont dans le vécu et tout, enfin au niveau du cortex. Bref, donc le système nerveux te donne une certaine tolérance à l'étirement. S'il n'y a pas du tout de tolérance, il va pas te laisser t'étirer. Donc au moindre étirement du muscle, il y a ce réflexe. J'en reparlerai un petit peu après. Donc quand je vais parler des différentes origines, des choses qui peuvent limiter la mobilité et la souplesse. Donc je préfère en parler maintenant. Tout à l'heure, on disait que... On parlait de cette boucle sensorimotrice quand on parlait du contrôle moteur. La boucle sensorimotrice avec l'afférence, toutes les informations qui viennent de la périphérie. Parmi les informations qui viennent de la périphérie, il y a plusieurs types de tissus, on l'a vu. Il y a la capsule articulaire dans l'articulation, il y a les ligaments, il y a les tendons, il y a les muscles. Dans les muscles, il y a les fuseaux neuromusculaires qui sont le mécanorécepteur qui envoie de l'info à la moelle épinière au cerveau à partir du muscle. Et du coup, ces fuseaux neuromusculaires, c'est comme des petites fibres un peu différentes et qui sont encapsulées, qui sont dans des petites capsules au sein du muscle, et elles envoient de l'info à la moelle épinière. Et du coup, cette information, elle fait une boucle jusqu'à la moelle épinière, puis ça revient au muscle, ça envoie de l'info en réponse à l'étirement. C'est-à-dire quand tu étires le muscle, ça étire la capsule et ça étire le fuseau neuromusculaire, ça envoie de l'info, et en réponse, le muscle se contracte de manière réflexe. Donc ça, c'est quand une perception de menace en quelque sorte. Après, quand on a une meilleure tolérance à l'étirement, le seuil d'activation de ce réflexe, il est plus élevé. C'est-à-dire que même si les fuseaux neuromusculaires ils continuent d'envoyer du signal, le réflexe va pas forcément autant s'activer et du coup on aura un meilleur relâchement dans l'étirement. Donc ça c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui va limiter notre mobilité ? Il va y avoir plusieurs origines. Moi j'ai noté 3 origines, en réalité, enfin 2 et éventuellement 3, mais une origine neurologique et une origine locale. L'origine locale, on va voir que ça peut être à un niveau articulaire ou à un niveau musculaire, ça dépend des cas de figure et on pourra donner des exemples. L'origine neurologique, je viens de le dire, c'est cette notion de réflexe myotatique où pour le coup c'est lié au musculaire, ou simplement dans le cas de nos ischios, quand tu fais une flexion de hanche, typiquement, exemple très pratique, si tu sens pas un espèce de pincement à l'avant de la hanche, et que du coup, il y a pas, là pour le coup, on peut se dire que c'est pas spécifiquement articulaire, la limitation. Si vraiment ça tire dans l'ischio, il peut y avoir une limitation articulaire, mais ça va vraiment falloir travailler spécifiquement là-dessus, quoi, sur l'ischio. Développer la force en fin d'amplitude, on verra comment, et faire des étirements vraiment là-dessus. Et ça va lever la problématique neurologique et éventuellement musculaire locale. Après, il peut y avoir, pour le coup, si tu sens un pincement, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils font un squat, ils vont en bas du squat, ils sentent un pincement au niveau de la hanche. Là, pour le coup, ça va pas être un problème de mes ischios, mes fessiers, faut que je les étire. Typiquement, là, ça sera plutôt d'origine plutôt plus locale et plus profonde, donc directement au niveau articulaire. On a ça aussi sur les dorsiflexions de cheville. Ouais, et très bon exemple aussi, la dorsiflexion de la cheville. Et là, pour le coup, c'est un peu complexe. Ouais, il y a le pied et tout. Il y a le pied à prendre en compte, il y a plein d'articulations, il y a une grosse complexité neurologique et tissulaire, enfin, tous les os, toutes les articulations qu'il y a au niveau du pied. Mais ouais, quand tu fais une dorsiflexion de cheville, donc typiquement, par exemple, quand tu fais un squat, tu t'accroupis, tu sens un blocage. Tu as ton genou qui vient, enfin, c'est pas sur le squat généralement qu'on le ressent, mais si tu fais un test de dorsiflexion, où tu cherches à garder le talon au sol, le pied bien ancré dans le sol, et à emmener le genou le plus possible en avant du pied, voilà, sur le mur. Si tu sens un pincement à l'avant de la cheville, typiquement, là, c'est plutôt une problématique articulaire. Alors que si tu sens un étirement dans le mollet, à l'arrière, là... Ouais, en fait, c'est vraiment ça, c'est la distinction entre la perception de l'étirement et juste la sensation d'un blocage sur l'avant de l'articulation, en fait. Ouais. C'est ça. Clairement. Donc si on a un blocage ou une douleur à l'angle de fermeture, là où dans l'angle où on cherche à aller, c'est très probablement une problématique articulaire. Si on sent pour le coup sur le côté ouvert, c'est-à-dire là où on étire,
les tissus, si on sent cette sensation d'étirement, là pour le coup c'est probablement soit juste un problème de tolérance du système nerveux à l'étirement neurologique ou une problématique musculaire, on va y revenir, mais s'il y a une lésion musculaire par exemple, ça peut arriver, il y a une perte forcément locale de capacité à étirer le tissu s'il a été lésé. Et donc là, il y aura des outils, on verra, travailler la force en fin d'amplitude, en isométrie ou en excentrique, etc., vers l'étirement, pour améliorer ça. Maintenant, il y a un truc qu'on oublie trop, je trouve, c'est l'origine locale articulaire. Et ça, je veux dire, il y en a plein qui n'en ont pas conscience, et du coup, faut quand même se rappeler que l'articulation, c'est le tissu le plus profond qu'il puisse y avoir, Capsule. et notamment la hanche, la capsule articulaire. Et si tu prends la hanche, donc qui est l'articulation entre le fémur et le bassin, la cavité qu'on appelle l'acétabulum, il y a une capsule articulaire qui est très mobile, qui permet de bouger dans tous les plans de l'espace, flexion, extension, etc. Et cette capsule articulaire, en fait, c'est comme un sac, un sac qui délimite l'espace entre les deux os de l'articulation. Donc typiquement entre mon fémur et comment on dit en anglais, c'est ball and socket joint. Ouais. Je sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Genre à chaque fois, tu sais, c'est un peu imagé avec une balle sur une balle de golf. Vois, comme sur l'épaule, quoi. Enfin. Ouais, voilà, la hanche et l'épaule, ball and socket. Ouais, c'est genre une balle avec comme une chaussette, quoi, ou un tissu qui vient l'envelopper. Et ouais, c'est vraiment ça, la hanche, où t'as la tête du fémur avec la cavité qui est vraiment concave et convexe. C'est ça possible, avec la congruence en tout cas entre les deux matériaux. Donc ça va vraiment, vraiment bien ensemble comme ça, et du coup cette tête du fémur qui est sphérique, elle peut vraiment bouger dans tous les sens par rapport au bassin, ou le bassin bouger sur cette tête du fémur. Et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui délimite l'espace entre les deux, parce que si les deux sont collés l'un à l'autre, ça va juste frotter en fait. Donc il y a cette capsule articulaire qui est très importante, et dans cette capsule articulaire, il y a un espace synovial, et du coup où on sécrète un liquide qui vient nourrir justement l'articulation et le cartilage articulaire qu'il y a sur les surfaces des deux os. Et du coup aussi lubrifier, en plus de nourrir, lubrifier pour permettre un mouvement avec le moins de friction et de contraintes mécaniques possibles, pour justement favoriser la mobilité. Donc la fonction et la structure, on va dire, de la capsule articulaire est importante. Et ça, voilà, déjà c'est la première limitation. C'est vraiment la structure la plus profonde. Je veux dire, tu peux avoir les tissus superficiels, les psoas, les ischios, les trucs les plus volumineux, forts, ce que tu veux. Si tout au fond de ta hanche, t'as un cartilage articulaire arthrosé et une capsule fibrosée avec qui est toute comment dire, qui est rétractée sur elle-même, parce que c'est typiquement ce qui se passe en fait quand il y a une fibrose, quand on se sert pas de notre articulation, ou quand on se sert pas globalement de l'ensemble des amplitudes auxquelles on a accès, on finit par les perdre tout simplement, parce que notre corps il se débarrasse de ce dont on se sert pas. Et le corps met en place, par exemple, ce mécanisme de fibrose qui a lieu quand tu te blesses, par exemple, où tu as une première phase de guérison des tissus avec la phase inflammatoire, tout ça. Et à la fin, il y a cette notion de cicatrisation avec les fibroblastes. Très bon exemple, je pense, très simplement, quand tu te plantes quelque chose ou que tu te coupes au niveau de la peau, il y a guérison, prolifération, machin, puis cicatrisation. Et ces mécanismes de cicatrisation, c'est ce qu'on appelle la fibrose. Sauf que ça n'arrive pas qu'au niveau de la peau, ça peut arriver dans tous les tissus. Et notamment dans l'articulation. Sauf que quand ça a lieu, en fait, la capsule articulaire se rétracte sur elle-même. Et les fibroblastes qui composent le collagène de notre capsule se transforment en myofibroblastes. Et il y a cette notion de myo, c'est le muscle. Ouais. Et du coup, il y a cette capacité contractile dans le collagène, et donc ça se rétracte. Et donc ce sac, cette capsule articulaire, devient plus petite, et l'espace articulaire, l'espace capsulaire diminue. Et donc, on a moins d'espace entre les deux os qui forment l'articulation, et donc moins d'indépendance entre les deux os qui forment l'articulation. Et donc, on peut avoir des restrictions locales et directes au niveau articulaire, au niveau de la capsule. Et ça, c'est beaucoup trop overlooked. Underlook pour le coup, non ?
Sous-côté. Ah oui, sous-côté, ouais. Ouais, c'est le Sous-côté. contraire. Ouais, Euh, sous-côté. et il y a un autre point qui soutient ça, c'est que, tu sais, on parlait de boucle sensorimotrice, d'afférence, j'ai parlé des fuseaux neuromusculaires, mais en fait, tous les capteurs sensoriels, ils s'arrêtent à la moelle épinière, et là, il y a une décision qui doit se prendre, est-ce que l'information est suffisamment importante pour aller au cerveau, tout ça, et du coup, le signal, il perd du temps. Soit il ne remonte pas au cerveau, soit il y remonte, mais assez lentement. Le truc, c'est que les capteurs qu'il y a dans la capsule articulaire, eux, ils vont direct au cervelet. Et ça, déjà, ça veut Ouais, dire bah oui. l'anatomie est bien designée parce que c'est comme si le cerveau voulait savoir en priorité et le plus rapidement possible ce qui se passe sur le tissu le plus profond parce qu'en même temps, bah, je veux dire, si tu as une capsule fibrosée, comme je Mhm. disais, si ton os il bouge pas par rapport à l'autre os, tu peux avoir tous les muscles que tu veux en superficiel. Stabilisation active. Voilà, ça bougera pas mieux quoi. Donc, il veut vraiment savoir l'état de ce qui se passe sur les tissus les plus profonds, notamment la capsule. Ça monte directement au cervelet. Et si le signal, l'information est pas de suffisamment bonne qualité, il va détecter une menace. Et donc, il va mettre en place des stratégies réflexes où tu vas avoir des muscles qui vont commencer à être tendus autour de l'articulation. Euh, Pourquoi ? Parce que s'il détecte qu'il y a une menace, il va vouloir restreindre le mouvement encore plus dans cette zone-là pour... Soit restreindre ou soit utiliser de la stabilisation active accessoire en fait, qui a pas lieu d'être. d'éco-contraction, Ouais, tout voilà, ça, c'est ça. pour limiter le Du coup, tu mouvement. recrutes des muscles qui devraient pas être recrutés Clairement, et ouais. du coup, tu compenses en fait. Tu compenses. Mm. Tu compenses de manière réflexe et inconsciente parce que après ça c'est des choses qui s'évaluent mais on s'en rend pas forcément compte ou quand typiquement tu ressens des tensions dans certains muscles autour d'une articulation et qu'en fait après que tu regardes l'articulation elle bouge pas, Ouais, ouais. qu'il y a des Bah, grosses tu restrictions de compenses. mobilité, bah tu te dis ouais il y a clairement une menace qui est détectée par le cerveau et du coup des stratégies réflexes compensatoires au niveau musculaire qui sont mises en place et pour au final créer des co-contractions, stabiliser l'articulation pour l'empêcher de bouger Mm. dans des amplitudes qui sont détectées comme délétères et menaçantes pour le système nerveux. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, tu bouges plus ton articulation, donc tu vas favoriser une arthrose parce que tu bouges plus et tu lubrifies plus et tu ne nourris plus l'articulation en la bougeant. Et donc, tu favorises encore plus cette fibrose parce que tu te serres plus et tout ça. Donc, tu rentres dans un cercle vicieux. Je termine un peu sur les origines de limitation d'amplitude. L'origine musculaire, je parlais tout à l'heure des fuseaux neuromusculaires, l'origine neurologique avec le réflexe, mais si on a eu une lésion musculaire, typiquement, ça peut arriver quand tu fais, je sais pas, je pense au ski, parce qu'on aura Ouais. peut-être en parlera, mais au ski, je sais pas, tu tombes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu tombes, t'as un hématome comme ça sur la fesse, tu vois, parce que t'es Ouais. tombé sur du verglas. Typiquement, t'as une lésion parce que directement liée à une chute, ou sinon, dans un mouvement où une contrainte excentrique trop importante, trop forte, t'as un claquage, déchirure, enfin une lésion myo-aponévrotique dans le muscle, bah derrière t'as ce phénomène comme dans la peau, comme dans tout le reste, guérison, prolifération, cicatrisation, tout ça du Ouais. tissu, avec le côté inflammatoire, et donc à la fin, sur la cicatrisation, il y a justement cette notion de fibrose, et donc dans le muscle, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que du muscle, il y a du tissu conjonctif intramusculaire aussi, c'est comme l'échafaudage sur lequel se repose le muscle et sur lequel il tire. Et du coup, quand tu te fais une lésion musculaire, ce tissu blanc, blanchâtre, cet échafaudage sur lequel le muscle tire et sur lequel il s'appuie, là, il devient plus important, mais surtout, il devient inerte et inutile. Euh, et si, bah, du coup, la réathlétisation n'est pas bien faite, ça peut être limitant et tu peux te retrouver à avoir des limitations d'amplitude. Imagine, ça c'est très courant pour le coup, les lésions aux ischio-jambiers. Ouais. Je pense saut de S ça doit arriver ou même sur des sprints ou quoi, tu as une lésion musculaire, bon bah tu vas avoir une cicatrisation avec du tissu conjonctif intramusculaire qui va pas être très beau et pour le coup si tu vas pas faire un travail très spécifique pour remodeler le tissu et le remettre dans la bonne direction tout ça et retrouver de l'amplitude, bah tu auras toujours certaines amplitudes ou certaines lignes de tissu dans le muscle qui sont inaccessibles et qui poseront problème. Ça d'ailleurs enfin en tout cas quand c'est dans le corps musculaire, après euh, quand c'est trop articulaire c'est différent, mais quand c'est sur du corps musculaire, les protocoles de réathlétisation Mhm. mettent vraiment un point d'honneur sur
retrouver très rapidement de la contrainte mécanique, principalement en excentrique, pour justement contraindre et limiter cette fibrose-là, et retrouver vite la mobilité, donc la production de force sur les grandes amplitudes et grandes longueurs, pour justement éviter ça et éviter la restriction de mouvement. Donc même les protocoles, si vous ne croyez pas, croyez au moins les protocoles de recherche. Les protocoles comme Asklins, là, protocole sur les ischio-jambiers, 2013, voilà, ils remettent des contractions qui sont même excentriques pour aller travailler le tissu en longueur et vers la longueur. Donc, et oui, et puis ça, après, c'est au-delà de la production de force, à un niveau structurel, directement, on sait que les fibroblastes, qui sont les cellules du tissu les plus courantes dans le corps humain, mais les cellules principales du tissu conjonctif, donc qui forment le tissu conjonctif intramusculaire, les tendons, les ligaments, les capsules, tout ça, bref, ces fibroblastes-là, ils répondent à la force, à la contrainte mécanique. Donc quand tu fais de l'excentrique, donc typiquement de la force tout en étirant le tissu, et ben ils vont comprendre en fait que la force elle a lieu dans l'axe longitudinal du tissu, dans l'étirement du tissu, et du coup ces cellules-là, ça paraît, on dirait de la science-fiction, mais c'est réel quoi. C'est mesuré que derrière la déposition du collagène, le remodelage du collagène va pas être le même en fonction de si tu fais rien et tu laisses le fibroblaste faire une cicatrisation tout seul, ou si tu as accompagné ça de justement une modalité excentrique. Surtout pour le muscle. Le muscle, il se remodèle super bien. Faut juste pas faire trop de conneries sur les premiers. Clairement, c'est ce que je disais jours, dans ma dernière vidéo là, sur le collagène, où chaque jour, tu as 1 à 2% de tous tes muscles qui se renouvellent. Chaque jour. Il y a un gros turnover quand même. Hein. Donc c'est une machine qui s'arrête jamais. Donc je pense qu'on est bien là au niveau des différentes origines. Donc soit neurologique, réflexe myotatique en lien avec le muscle, problématique de tolérance à l'étirement par le système nerveux, perception de menace. Soit origine musculaire, du coup à un niveau local, parce qu'il y a eu une lésion ou un truc très spécifique, et on reviendra sur la notion de spécificité de la blessure et tout ça un peu plus sur la fin. Et ou sinon problématique locale, architecturale, sur la capsule articulaire. Après c'est des trucs, c'est souvent des fois, c'est un peu un ensemble des fois. Hein. Ouais, c'est un ensemble, parce que si par exemple tu te blesses aux ischio-jambiers, tu sais qu'il va forcément y avoir une inscription au système nerveux central, parce que maintenant le système nerveux il a peur, tout simplement. Donc tu pourrais te dire, même si tu traites spécifiquement par exemple la périphérie avec des modalités excentriques pour justement remodeler et éviter la fibrose, tu vas aussi par l'afférence, genre changer la sensibilité du système nerveux par rapport à la contrainte mécanique qui t'a causé la blessure. Donc à mon avis les deux, tu vois, tout est lié. Ça reste lié, mais effectivement c'est sûr que par rapport aux exemples de la restriction articulaire versus tolérance, sensation à l'étirement, ça fait sens. Non mais clairement si par exemple je sais pas, ça parlera peut-être aux gens qui font de la muscu de base, mais je sais pas, tu fais un développé couché, t'arrives pas à descendre jusqu'en bas, je sais pas, bon ça peut peut-être arriver à certaines personnes, typiquement un mouvement d'abduction horizontale, si tu sens juste que ça vient tirer sur toute la partie antérieure du buste là, juste faire des reps, travail dynamique avec focus excentrique, tempo excentrique sur la descente ou quoi, et ça ira. Mais par contre, si tu as une sensation plus profonde au niveau de l'articulation de l'épaule, un pincement articulaire ou quoi, là c'est autre chose. Mais la plupart du temps, c'est vrai que il n'y a pas besoin, ça dépend vraiment de ça s'évalue quoi. Ouais, exactement. C'est pas une science. Ça s'évalue, mais c'est pas, je trouve que c'est pas très compliqué en vrai. Ok. Et du coup par rapport à ça, pour améliorer la mobilité, oui, pour améliorer la mobilité, il faut améliorer. Déjà faut tester. Déjà faut tester, oui. Parce que tout à l'heure tu parlais de gap entre le passif et l'actif. Il disait que dans l'idéal, des fois t'as pas de gap, t'es nul dans les deux, c'est-à-dire que t'es peu souple et peu mobile avec, du coup. Ouais, c'est ça, peu mobile avec, mais des fois en même temps t'as quand même un gap qui est extrêmement restreint, c'est-à-dire que t'es pas très souple, mais par contre tu contrôles la majorité de ton potentiel de souplesse en gros. Donc en fait il y a plein de
il y a plein de cas de figure, et suivant le cas de figure, tu vas pas forcément donner les mêmes modalités, et ça va aussi dépendre de l'activité, quoi. Clairement. Bah, justement, comme je disais, pour améliorer la mobilité, il faut améliorer les 3 sous-composantes, donc force, contrôle moteur, souplesse, mais contrôle moteur, ça va avec la force. Force et souplesse. Mais comme tu dis, ça s'évalue. Si on veut vraiment faire au mieux, ça s'évalue. Mais déjà, moi, dans ma tête, j'ai l'algorithme comme ça. Je me dis, si la personne, quand j'évalue, tu sais, j'ai mes tableaux et tout, si l'amplitude passive, déjà, elle est clairement insuffisante par rapport à l'activité que la personne pratique, je mets insuffisant. Et déjà, je sais que si c'est limité en passif, il va falloir utiliser certains outils, notamment les Pels Rails par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui me fait une rotation interne d'épaule comme ça, alors que tu peux aller très loin, mais qui me fait, bon, là je prends un mauvais exemple, mais où quand tu te mets en slipper stretch, là tu sais, tu te mets en étirement comme ça sur le côté, je fais une rotation interne. Bon, bah si la personne, supposons là t'es à 0 et elle me fait 20 degrés, alors que t'es dans un sport où il y a besoin, ou dans une activité où il y a des mouvements qui vont nécessiter d'avoir beaucoup plus. Javelot. ou quoi que même des fois, même si de manière directe, il n'y a pas besoin d'une... Enfin, dans l'activité, tu vas analyser le mouvement, on va dire oui, non, il n'y a pas besoin forcément d'une rotation interne de fou et tout. Ouais, par contre, tu as peut-être besoin d'une grande flexion d'épaule ou d'extension ou quoi. Et ça découle directement de la capacité de rotation, tu vois. Donc, déjà, si les rotations sont pas bonnes, moi, ça va partir surtout sur des Pels Rails direct. On pourrait se dire, même par rapport à la hanche, par rapport au genou ou quoi, tu sais, comment ça s'appelle, le screw-home mécanisme là au niveau du genou. Au genou, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que même si tu as l'impression que d'extérieur tu fais de la flexion ou de l'extension qui est linéaire dans le plan sagittal, en réalité au niveau de la hanche et même au niveau de l'épaule tu as quand même des rotations. Toujours. Et du coup faut pas genre juste catégoriser en disant oh, bah ça c'est ce plan là, ça c'est ce plan là, ça c'est ce plan là. En réalité dès que tu fais de la flexion tu as aussi probablement enfin il me semble que quand tu fais de l'extension t'es plutôt orienté rotation interne. Quand tu fais de la flexion, que ce soit de hanche ou même d'épaule, tu vas être plus sur de la enfin naturellement tu vas aller ou c'est peut-être l'inverse. Sur la hanche, tu vas en rotation interne en flexion. Quand tu lèves la jambe vers ton buste, t'es plutôt biaisé en rotation interne. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs en sprint, quand ils démarrent, ils sont tous comme ça. Bah oui. Enfin bref. C'est le fadir. Ouais. Tu sais. Ouais. Tout ça pour dire que faut pas croire que juste parce que tu fais de la flexion, t'as pas besoin aussi de rotation, quoi. Voilà, c'était ça. Là. Clairement, les mouvements linéaires, on va dire, moi j'appelle ça les fonctions secondaires, mais les mouvements linéaires de flexion, extension, adduction, abduction sont directement dépendants des mouvements, des fonctions primaires de rotation. Pour toutes les articulations, sauf la colonne vertébrale, où là c'est plutôt flexion-extension. C'est ce que c'est pas fait pareil. Mais ouais, c'est directement dépendant de ça. Et ouais, ça s'évalue. Clairement, ce que je disais, c'est la personne insuffisant en amplitude passif. Pour moi, déjà, ça va partir sur un Pels Rails, tu vois, clairement. On va y revenir sur ce que c'est. Ça va être important. Après, si c'est quelqu'un qui a une énorme... C'est déjà plus rare, je le trouve moins, mais quelqu'un qui a une énorme amplitude passive, mais qui en actif va pas du tout loin. Là, s'il y a un gros gap, généralement, moi, je me dis 80%, tu vois. C'est-à-dire, si l'amplitude active est égale à au moins à 80% de l'amplitude passive, c'est bon, tu vois. Déjà beaucoup. Hein. C'est déjà pas mal. Mais si c'est moins, et c'est souvent, quand c'est le cas, c'est souvent moins, là je me dis non, ça suffit pas. Et donc il y a un écart suffisamment significatif entre mon passif max et mon actif max. Et donc je vais vouloir réduire l'écart entre les deux avec certains outils. Ça va être important. Enfin oui, il y a certains outils pour ça. Après, la plupart du temps, c'est limité en passif et en actif avec. Mais en fonction de ça, on va choisir les outils. Pour les outils, brièvement, on va pas rentrer à fond dans les détails, mais comme on l'a vu, la mobilité, c'est de la force. Donc, si on veut redévelopper nos qualités articulaires, notre qualité de mobilité, on va développer notre force dans des amplitudes et des longueurs spécifiques. Justement, avant ça, je pense, je l'ai mis après, mais ce serait bien de parler de la différence entre l'amplitude et la longueur. Ouais. Parce que ça, des fois, les gens, ils interchangent. Ouais. L'amplitude... Ce qui, pourtant, des fois, fait sens parce que une amplitude importante peut aussi induire une longueur importante, mais pas tout le temps. Pour moi, l'amplitude,
On va pas être d'accord. Pour moi, quand il y a une notion d'amplitude, c'est qu'il y a une notion de déplacement. Bah oui, c'est ça. Mais déjà, c'est du degré. C'est Voilà. des degrés. C'est un déplacement angulaire. Voilà, c'est ça. Ça se mesure en degrés. Voilà. Alors qu'une longueur, ça se mesure en millimètres ou en centimètres. Donc c'est une longueur, quoi. Voilà. Donc, typiquement, ouais, je fais un développé couché, j'ai une amplitude. Toute l'amplitude que je balaye. Le déplacement angulaire sur chacune de mes articulations impliquées dans le mouvement, sur tout le mouvement. Par contre, la longueur, c'est par exemple typiquement mes pecs, quand j'arrive en bas du mouvement, à quelle longueur il se trouve la position d'étirement à laquelle il se trouve. Mais en fait, j'aime bien faire la distinction parce que des fois, tu peux être sur des grandes longueurs, mais sur des petites amplitudes. Si par exemple, tu fais de l'amplitude partielle en fin d'étirement, partielle, tu peux être sur des grandes longueurs musculaires sans induire une grande amplitude. Ouais. Et ça, c'est dur à comprendre au début. Ouais, il y a le mouvement full amplitude où sur la fin tu vas chercher une grande longueur. Mais quel exemple on pourrait donner typiquement, tous les mouvements, d'amplitude partielle pour les biceps. Surtout que ça, c'est de plus en plus populaire pour l'hypertrophie. Mais bon, même si je suis moins d'accord, mais ça dépend des muscles. Et des mouvements, des tensions et tout ça, tensions d'étirement, tout ça. Mais ouais, par exemple, je sais pas, admettons, t'es en bas d'un RDL, Romanian Deadlift. T'es en bas, bon voilà, grosse flexion devant genou tendu, gros étirement chaîne postérieure. Et tu fais des petites oscillations en bas. Donc en fait, tu balayes une amplitude qui est faible, parce que tu remontes pas jusqu'en haut. Tu restes en bas. Exact. Mais tu es à grande longueur sur les ischios. Et ça, faut préciser parce que sur les ischios, oui, c'est vrai. Bon, par rapport à l'hypertrophie, moi, c'est pas mon domaine. mais juste par rapport à cet exemple-là, il y a un papier sur les leg curls avec flexion du buste, tu sais, genre leg curl plus flexion de hanche, pardon. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, plus ton buste il est penché vers l'avant, plus sur les leg curls, tu vas être sur des grandes longueurs, puisque tu vas avoir plus d'étirement, puisque tu vas avoir ta flexion du buste. Et inversement, plus t'es couché, en gros, moins tu vas avoir de longueur, quoi. Donc c'est juste ça la différence. Oui, parce que là, pour le coup, sur les ischios, en jouant sur la position du tronc, tu vas jouer indirect. Tu vas faire une flexion de hanche en chaîne fermée. On le sent, parce que le genou il va pas aussi loin. Typiquement, les machines bon là, c'est plutôt pour le côté hypertrophie, mais les machines de leg curl, t'atteindras du coup une plus grande longueur sur les ischios. Tu vas plus les étirer. C'était sur un leg curl assis, parce qu'il y a plus il y a de la flexion de hanche plutôt que sur un leg curl couché. Où t'es sur le ventre, tu vois. Donc ça c'est bien d'avoir ça à l'idée des fois, se dire que longueur et amplitude c'est pas la même chose. Donc des fois les gens parlent. Donc ça c'était important de le comprendre pour parler avant de parler des outils, parce que comme je disais, la mobilité c'est de la force avec cette notion de souplesse. Donc en gros, la mobilité pour moi c'est soit produire de la force à une longueur, donc dans une position par exemple en fin d'étirement musculaire ou en fin de raccourcissement musculaire, donc dans une position extrême ou l'autre, ou alors sur une amplitude complète. Et du coup les outils qu'on utilise et les exercices qu'on utilise derrière dépendent de cette notion là. Et il y a plusieurs concepts. Le premier, et ça c'est celui qui revient souvent, enfin il y en a deux qui reviennent souvent en lien avec FRC, c'est les PELS-RELS et les rotations articulaires contrôlées, les CARS en anglais, Controlled Articular Rotations. Donc en français on les a un peu vulgarisés par rotation articulaire contrôlée, les RAC. Moi j'aime bien dire ça, c'est plus clair, parce que si on CARS, les gens comprennent quand c'est FRC, mais si t'es pas familiarisé avec ça. PELS-RELS aussi, tout ça c'est des acronymes un peu compliqués, conceptuels, que tu retrouveras pas dans la littérature scientifique si tu cherches, par leur nom on va dire, parce que c'est André Ospina et Michael Shivers qui les ont inventés. Mais l'idée, les PELS-RELS, c'est simple, c'est tu viens te mettre en fin d'une amplitude articulaire, restons pendant tout ce podcast sur notre exemple des ischios, mais tu viens en flexion de la hanche avec le genou tendu, du coup ça étire les ischios à l'arrière de la cuisse, mais de l'autre côté tu viens raccourcir tout ce qui est fléchisseur de hanche, droit fémoral, psoas et tout. Donc il y a un côté fermé et il y a un côté ouvert. Le côté ouvert c'est ce qui est étiré, le côté fermé c'est ce qui est raccourci.
Et les Pels-Rels, ça va consister à faire des contractions isométriques. Donc du coup, on va contracter d'abord les muscles qui sont étirés, puis les muscles qui sont raccourcis, sur leur fin d'amplitude respective. Et ça va nous permettre de gagner en amplitude articulaire. Donc typiquement, je viens me mettre en étirement des ischios par exemple, en flexion de ma hanche. J'ai les ischios étirés, j'ai les fissures de hanche raccourcis. Je vais rester en étirement pendant plus de 2 minutes dans cette position. Et après les 2 minutes, je vais faire des contractions. Ma première contraction, on va dire pels. Et la deuxième, la contraction rels. La contraction pels, c'est une contraction isométrique en étirement. Ouais, en gros, pour imager un peu, tu vas simuler un talon qui force contre le sol. Voilà, tu vas enfoncer ton talon dans le sol, ce qui va... En fait, ouais, t'as plusieurs intentions. Soit tu vas faire une extension de hanche, mais tu peux aussi vouloir ramener le talon vers toi et du coup jouer sur la flexion du genou. Quand je dis le talon dans le sol, c'est vraiment avec une intention de verticalité. Ouais, voilà. Donc tu fais ça sur le pels et sur le rels, tu vas faire comme si tu voulais justement décoller ton pied du sol. Du coup, pour être sur les fléchisseurs de hanches qui sont eux raccourcis. Et du coup, tu vas gagner en force. Tu vas développer ta force spécifiquement sur les ischios à grande longueur qui eux sont étirés et sur les fléchisseurs de hanches qui eux sont raccourcis. Donc tu as un gain de force spécifique dans ces longueurs-là. Donc vraiment à cet angle-là. Et aussi après on pourrait aller plus loin, mais tu vas aussi induire un certain remodelage dans le tissu conjonctif intramusculaire, en particulier sur les tissus étirés. Tu vas améliorer la tolérance du système nerveux à l'étirement sur les tissus étirés. Tu vas profiter de certains réflexes neurophysiologiques qui vont te permettre d'aller gagner de l'amplitude. Tu vas aussi induire certaines contraintes sur la capsule articulaire, même si pour le coup généralement c'est plutôt les contraintes de rotation qui vont vraiment stresser la capsule articulaire. Donc ça c'est les pels-rels. Je vais pas aller plus loin, mais je pense qu'il y a suffisamment de ressources. Et j'en parle aussi dans les formations. Peut-être là par rapport à la spécificité de l'activité, on en reparlera peut-être après, mais là j'ai l'exemple qui me vient forcément classique. Je sais pas s'il y en a encore qui m'écoutent, mais s'il y a des grimpeurs ou des grimpeuses qui nous écoutent, clairement le pels-rels sur les ischio-jambiers c'est absolument crucial quand tu vois les talons qu'ils sont capables de mettre. Donc ça veut dire que dans l'escalade, on doit poser le talon à un certain endroit, on doit tirer sur notre talon, parce qu'à un moment donné, il faut utiliser genre la prise ou en tout cas la position articulaire. Mais généralement, pour poser ce talon-là, le pied, il n'arrive pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut fléchir la hanche, poser le talon. Donc ça veut dire qu'il faut les agonistes qui te permettent de fléchir la hanche, et ensuite, il faut les antagonistes pour tirer au niveau du talon. Donc ce genre d'outil-là, pour certaines activités, c'est gold. Ah, c'est crucial. et c'est même pas. C'est pour ça qu'il faut pas catégoriser ça mobilité en mode ouais, moi j'ai pas besoin de mobilité, du coup je vais pas faire de ça, de pels-rels et tout. Faut vraiment se dire, c'est du travail de force dans des amplitudes ou dans des longueurs spécifiques. Et à partir du moment où derrière on a une analyse de notre activité, on comprend les besoins des mouvements qu'on a à faire dans notre sport, et ben on se dit ok, cet outil-là, il va me permettre de développer ça spécifiquement. Et ça, du coup, c'est important. Donc ça, c'est un bon exemple de ce que tu dis. Si je reprenais l'exemple du saut de haie au départ, typiquement, là, tu veux une bonne abduction horizontale. Donc là, tu vas faire du pels-rels en abduction horizontale. Il va te falloir une très bonne capsule au niveau de la hanche. Donc tu vas bouffer aussi de la rotation interne, ce qui d'ailleurs est crucial aussi pour la hanche arrière. Va falloir aussi travailler, que ce soit en isométrie, en longueur, mais aussi sur un travail excentrique, sur de l'amplitude. La flexion de hanche genou tendu pour vraiment être capable de vraiment avoir la cuisse limite au buste de manière active à grande vitesse et pouvoir le tolérer sans problème. Enfin, ça c'est des trucs, tu vois, il faut passer par là, je pense. Et d'ailleurs tous les sauteurs de haie ils devraient faire ça. Enfin, je pense que ça changerait ça pourrait vraiment améliorer s'il y avait plus d'entraîneurs d'athlètes là, s'il y en a qui nous écoutent, les entraîneurs d'athlètes, je sais qu'il y en a. En tout cas, ceux qui nous écoutent, c'est bien parce que ceux qui nous écoutent, ils font ces choses-là. Mais je pense qu'ils ont d'excellents résultats. J'ai déjà eu pas mal de retours de préparateurs physiques en athlète, d'athlètes même, et aussi d'entraîneurs en athlète qui se sont mis à faire ça, tout le travail de hanche sur eux ou sur leurs athlètes et tout ça. Et vraiment des bons gains, quoi. Bah, ça paraît logique. Hein. Après, c'est normal. Mais tu sais, c'est Shiver qui avait dit ça. Je crois que c'est Shiver qui disait ça. Mais il disait, mais même d'un point de vue apprentissage d'un mouvement, apprentissage moteur, à un moment donné, quand tu libères plus de degrés de liberté, t'as plus de potentiel d'apprentissage d'un mouvement sportif. Alors c'est pas en martelant
un mouvement et dire ouais tu vas le faire et par la répétition tu vas réussir à le réaliser, déjà donne-lui des degrés de liberté parce que sinon il va pas pouvoir y aller. Donc Clairement. et ça on peut critiquer n'importe quoi mais c'est du bon sens. C'est Clairement. juste du bon sens. Clairement, pour l'apprentissage moteur, pour apprendre un mouvement, il faut déjà pouvoir l'exprimer. Donc, Ouais. il faut avoir accès aux amplitudes et du coup, faut faire ce travail spécifique quand on n'en a pas. Moi, c'est vrai qu'il y a tellement des sports, mais j'en évalue plein. Mais j'ai eu des athlètes, j'ai eu des footballeurs, j'ai eu des basketteurs, j'ai eu des volleyeurs, Des grimpeurs non. Toi, grimpeurs, cyclistes, des sports où en fait les hanches c'est crucial, genre le membrane, tu vois, et les prérequis sont pas du tout là. Et derrière, quand tu l'améliores, t'as vraiment des gains importants. Donc après, oui, t'as toutes les personnes qui sont pas vraiment familières avec ces notions de mobilité, mais plutôt sur le côté force, tout ça, où en fait ça fait sens du point de vue de l'analyse de l'activité. Vu qu'ils mettent ça dans le même panier que souplesse, du coup ils se disent non mais c'est bon, c'est quoi cette mode, améliorer la mobilité, la Ouais. souplesse, tu sais, dans leur tête c'est genre t'es danseur de ballet ou t'es contorsionniste, genre ouais ça sert à rien, t'as pas besoin de ça dans notre sport, tu vas faire des squats directs et tout. Non, tu vois, si on devait sortir de ce concept de mobilité, c'est de la force quoi, tout simplement, et après c'est de l'analyse de l'activité. Donc j'ai parlé un peu des pels drives. Je vais accélérer. Les rotations articulaires contrôlées. Ça, c'est un mouvement global de l'articulation qui est fait sur les fins d'amplitude articulaire. Typiquement, je prends l'exemple de l'épaule qui est, enfin, là pour montrer c'est plus compliqué, mais tu prends les cervicales. Bon bah tu vas faire un cercle avec tes cervicales. Tu vas mettre l'ensemble des mouvements de l'articulation donnés en tout cas en un seul mouvement. Donc mes cervicales, je peux fléchir, je peux tendre ma tête en arrière, je peux la tourner sur les côtés, faire les rotations cervicales et des flexions latérales. Bon bah quand je vais faire un mouvement en gros de circonduction ou mouvement de rotation globale, je mets l'ensemble des mouvements articulaires en un seul mouvement. Ça c'est les rotations avec articulaires. intention même faible. Voilà, Parce avec que, intention. parce que sinon, il y en a dans les commentaires, on dirait ah mais je faisais déjà ça à l'école primaire. Ouais, mais tu faisais sans Ouais, intention. ouais. Tu C'est faisais pas ça- comme pour s'échauffer, Voilà, tu fais voilà. ça avec Non, l'épaule. mais c'est important de le noter parce qu'il y en a. Non, il y a avec intention. Ça, c'est contrôle, ouais. important. Donc, rotation articulaire contrôlée. Après, rapidement, on ne mettra pas tous les outils, mais les passive range hold, PRH, les passive range hold, c'est genre. La crampe. Je les laisse comme ça en anglais, mais en français, en gros, c'est comme si tu cherches. C'est une hold. Comment tu dis en français une Un hold? maintien. Un maintien en amplitude passive, en gros. C'est-à-dire que tu vas te mettre en amplitude passive maximale, puis tu vas lâcher ton membre et chercher à tenir en actif, tu vois. Et ça va permettre de réduire l'écart entre le passif et l'actif. Typiquement, je sais pas, tu fais une flexion de hanche, tu ramènes ton genou contre ton buste en étant debout. Donc tu tiens avec tes mains, tu es en flexion de hanche max, et là tu vas lâcher ton genou, donc typiquement ta jambe va retomber, mais tu cherches à contracter au max tes fléchisseurs de hanche pour garder ton genou dans la même position. Par exemple, là tu es sur un passive range hold, ça c'est bien pour... La crampe. Là ça crampe, ouais. Tu fais ça sur les ischios aussi, tu viens Ah, au mettre le début, ouais. pied Le sur talon la sur la fesse. fesse. Tu vas mettre le talon sur la fesse et puis tu contractes à fond les ischios en raccourcissement, ça crampe aussi. Ouais. Ça d'ailleurs par rapport à la crampe, bien Je l'ai souvent... mis à l'intérieur. Tu l'as mis? Un peu Bien plus bas, souvent- ouais. Bien souvent la crampe ça arrive dans des positions de Ouais, c'est complexe. Hein. raccourcissement musculaire et on n'est juste pas fort, le cerveau a jamais eu de feedback dans cette position et du coup il envoie beaucoup trop d'influx aux muscles et ça crée une crampe, c'est-à-dire une réponse involontaire et incontrôlée. Il y a trop d'influx là, il y a trop de calcium qui est il y a trop Dans de le tubule. il y a trop de calcium qui est libéré dans la fibre et derrière là, les ponts d'actomyosine ils se défont plus, tu vois. Donc ouais, ça c'est un peu ça, mais c'est pour ça quand tu fais clairement les exos en fin d'amplitude de raccourcissement sur les ischios, très souvent ça crampe, Ouais. mais petit à petit ça s'améliore. Les passive range lift-off, c'est un peu la même chose, sauf que là tu pars quasiment de la fin de ton amplitude active et tu cherches à décoller. Par exemple, sur La les flexion de la hanche encore. flexion de la hanche encore, je sais pas, tu as la jambe sur pas un banc, ce sera trop bas, enfin ça dépend des gens, tu me diras, mais sur un support suffisamment élevé, tu es quasiment là où tu pourrais plus la lever plus, tu te mets quasiment en fin d'amplitude active, puis
après, il faut irradier, c'est-à-dire qu'il faut créer de la tension vraiment ou être stable le plus possible avec le reste de ton corps. Puis tu vas chercher à lever, à décoller ta jambe du support. Généralement, le décollage, il est quand même pas très élevé. C'est genre 5 à 10 cm max. Hein. Et encore, tu peux même, oui, tu au peux fur et à aller mesure que chercher. tu progresses, tu peux vraiment aller te mettre à la limite de l'amplitude passive où tu arrives à peine à décoller, même en forçant à fond, quoi. C'est horrible. Hein. Et ça, faut pas croire que c'est ça se fait. Bon, ça, on l'a pas dit par rapport au jour de repos ou quoi, mais la première fois que tu fais ça, moi je peux garantir que le lendemain ou 2 jours après, t'as des courbatures. Hein. Ouais, ça, un petit aparté là-dessus. On ne fait pas de la mobilité sur un jour de repos. Bah, c'est de la force en fait. Donc, mais puisque si on revient sur cette notion, la mobilité c'est de la force. Si c'est de la force, est-ce que tu fais de la force sur un jour de repos ? Non. Alors, dans la tête de la plupart des gens, la force c'est vas-y, je fais un deadlift, je fais un squat, je fais un bench press avec 90% de mon max sur la barre. Mais c'est pas que ça, parce qu'en réalité, des gens qui découvrent les Pels Rails, tu leur fais faire un Pels Rails rien que sur une rotation d'épaule ou de hanche, intention maximale, ils préfèrent faire les squats, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Tellement les sensations sont voilà, ça fait pas toujours plaisir, tu vois. Et l'intention de production de force, c'est ça en fait qui compte pour la force, c'est l'intention qu'on y met derrière. Et donc même s'il y a zéro charge à soulever de manière externe, aucune charge externe, tu peux quand même faire de la force de fou, quoi. Bah, si on voulait donner des exemples concrets, dans les sports de combat, on a l'adversaire, mais on n'a pas de charge externe. Alors là, ce qu'on veut, c'est juste contrôler l'adversaire et produire de la force contre l'adversaire. Donc là, déjà, il n'y a pas de contrainte. Pareil pour l'escalade. Bah, ton adversaire, c'est la charge externe, en quelque sorte. Mais l'escalade, t'es sur les prises, t'as des mouvements qui sont particuliers, mais après, c'est une histoire d'intention et de combien volontairement t'es capable de mettre dans certaines prises, dans certains mouvements, certains talons. Mais, la prise, mais du coup, il n'y a pas de contrainte externe. Pourtant, la demande en termes de force, elle est phénoménale. Puis quand on voit les grimpeurs, ils sont super forts, les gars. Non, mais c'est clair. Ils traquent d'un bras. C'est clair. Je pense que la notion de force, ça doit totalement être. Il faut la décorréler de. Je soulève une charge lourde. Pour donner un exemple. Mais il y a des forces, il y a plein de forces différentes. C'est ça, ouais. Et ça peut se transférer. Hein. Pour donner un exemple, moi j'ai déjà testé un grimpeur qui avait jamais fait de renforcement à la salle, jamais de traction, jamais de machin comme ça, qui avait fait que de l'escalade, donc que vraiment de l'intention sur le mur ou quoi. Et quand je l'ai testé sa première traction lestée à 2 bras, il a mis son poids de corps en lest. Alors qu'il en avait jamais fait en dynamique. Jamais fait. Donc le mec, s'il faisait 60 kilos, il avait mis 60 kilos au baudrier, je me souviens plus, mais je sais juste que c'était 200% qu'il avait fait. C'est énorme. Donc en fait, t'es là, tu dis, mais gars, mais t'es meilleur que des gars qui font que ça, en fait. Et c'est juste pour dire que l'intention et la production de force doit être décorrélée de la charge externe. Totalement. Juste la charge externe, c'est un bon moyen de produire assez d'intention. Déjà, je suis sûr, admettons, il y a plein de gens, tu leur fais faire 8 à 12 semaines... de squat overcoming, aussi sûr. Juste sur les pins, tu sais, où tu peux pas décoller le rack. Faites ça sur un rack qui est bien vissé dans le sol, hein, bien sûr, sinon c'est mort. Moi d'ailleurs, ça me fait chier, je peux pas faire ça. Mais tu fais 8 à 12 semaines, je pense que tu fais ça à fond. Tu fais même plus de squat en dynamique. Il y a moyen que t'aies bien gagné en 1 RM sur ton. Enfin, il y a moyen, c'est même sûr, pour la plupart des pratiquants. Et même pour des pratiquants avancés, justement, qui ont tellement bouffé le mouvement spécifique dynamique de base que derrière juste changer et le faire dans un autre mode de contraction quoi, t'arrives à repasser un palier. Pour terminer, travail excentrique et pliométrie étage profond, on va y revenir. Travail excentrique, c'est là pour le coup, alors sur les Pels Rails et sur les PRH, Passive Range Hold, et les Passive Range Lift Off, ça c'était du travail dans les longueurs, que ce soit de l'étirement ou du raccourcissement. Donc là, c'est de l'isométrie en étirement ou raccourcissement. Les rotations articulaires contrôlées, c'est un mouvement dynamique. C'est pas spécialement... Là, c'est concentrique, on va dire. Mais c'est surtout explorer les fins d'amplitude articulaire. Ouais. Le travail excentrique, si on reprend notre exemple des ischios, notre flexion de hanche genou tendu, là, typiquement, c'est... se baisser progressivement. Par exemple, tu as le pied ancré dans le sol, et tu forces à fond comme si tu voulais enfoncer ton talon dans le support, dans le sol, et en même temps au fur et à mesure tu vas venir te pencher le buste sur ta cuisse, et donc ça va venir étirer ton ischio en même temps que tu produis une intention
Ouais. Ou alors avec un élastique Ouais. ou une poulie, ça c'est encore mieux. Dans Une le poulie dans le protocole pied. d'Asklins, là, ils font ils appellent ça le slider, je crois. Et ils mettent une surface glissante sous le talon. Et ils mettent de la flexion de hanche et ils se laissent tomber. Donc en fait, t'as le talon qui appuie au niveau du sol et Oui. tu vas en flexion de hanche. En fait, ça ouvre en longueur. Oui. Et du coup, c'est une contrainte excentrique, mais ça travaille la mobilité au final. Ouais, genre tu pars en grand écart un Ouais, peu c'est genre. ça. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Ouais, Ça ouais, marche. tu peux faire ça. T'as plein de Ouais. façons de le faire. Ouais, Ou ouais. alors tu peux encore même isoler, genre comme je dis, tu mets tu sais les trucs là que tu t'attaches à la cheville là. Des trucs. Non, je sais plus comment t'appelles ça. Mais un support que tu t'attaches à ton pied, tu sais, au niveau que tu mets sur une poulie. Ok. Et enfin après, il faut avoir une poulie, mais Après, bon, ça si t'es tire, en ouais. salle, c'est idéal. Et du coup, tu viens te mettre limite avec la jambe comme si t'étais debout, en te tenant bien comme il faut, en étant bien stable. Et ta jambe, tu vas la laisser partir en flexion Ah de ouais, ouais. hanche. Vu que c'est une Ouais. poulie, c'est mieux qu'un élastique parce que l'élastique il va se détendre au fur et à mesure que tu vas monter ta jambe, mais là la poulie ce sera une tension la même tout le long, donc du coup tu vas aller en flexion de hanche et tu peux jouer aussi sur la Ouais. position du buste, ça c'est vraiment bien dans notre exemple de la flexion de hanche d'une tendue sur les ischios. Donc ça c'est le travail excentrique là pour le coup, pour venir vraiment mettre de la contrainte en étirement du tissu et des contraintes généralement plus importantes parce qu'on arrive à contrôler plus en excentrique qu'on peut le faire qu'on peut produire de force en isométrique ou en concentrique. Et pour terminer un petit peu sur les principaux outils, la pliométrie en étage profond. Tu veux expliquer un petit peu Ouais. Non, bah. Faut investir dans la formation. dans Plio Pro. Non, mais en fait, c'était juste cet exemple-là, je voulais le mettre juste pour rappeler que on peut travailler la mobilité aussi dans des composantes qui sont dynamiques de type pliométrie. Typiquement, après, du coup, si on voulait prendre la vraie définition de la pliométrie, on n'est plus trop pliométrie. Non. Mais juste, en fait, tu vas chercher des grandes amplitudes pour le coup ou des grandes longueurs et tu vas chercher un mouvement de rebond sur des amplitudes qui sont plus importantes. Un exemple concret, ce serait de faire des rebonds en fente, en position de fente, tu vois, mais vraiment très profonde, quoi. Et du coup, tu vas avoir cette espèce de rebond où tu vas travailler tes fléchisseurs de hanche, tes ischios aussi, qui vont faire l'extension pour la jambe arrière. Et du coup, tu vas aller travailler dans une modalité qui est dynamique. Et c'est un peu ce qu'on recherche, si par exemple sur le saut de haie, ce qu'on recherche, c'est une modalité dynamique à grande vitesse et à grande longueur. Donc ça paraît logique d'utiliser des modalités de pliométrie. Et ça, même dans le Plio Pro, on a utilisé d'autres trucs. On a les impulses, l'oscillation. Enfin, il y a, catch, tout ouais, ça. il y a plein de modalités que tu peux faire à grande longueur pour travailler spécifiquement la production de force sur des grandes amplitudes, quoi. Voilà, ça reste. Ça, en fait, les différents concepts qu'on utilise et qu'on présente, c'est toujours juste une façon de manipuler force, amplitude, vitesse. Ouais. En gros. Et position articulaire. Et ça dépend sur quoi tu joues. Est-ce que pas d'amplitude, tu la supprimes, tu vas jouer sur la position articulaire et la force? Est-ce que tu es sur Souvent l'ISO. amplitude et tu mets de la vitesse? Enfin, tu joues sur ces différents paramètres en fait. Et c'est à partir de là que moi, c'est comme ça que je raisonne. Et puis derrière, tu t'en tires un peu des exercices. Dernier point, et après, je pense qu'on a fini. La spécificité de la Ouais. blessure. Et ouais, je pense qu'on Après avait, ça, ouais, on avait parlé un petit peu tout à l'heure. La notion que. Pour remettre un peu le contexte de la mobilité par rapport à une blessure. on devrait faire un podcast complet dessus. Analyser, en fait, il faut analyser comment la blessure a eu lieu. Très simplement, tu prends en course à pied, je sais pas, tu te fais une entorse de cheville et il y a une modalité d'inversion de la cheville où tu es parti comme ça sur l'extérieur. C'est généralement ce qui se passe le plus souvent sur des entorses. La mobilité, on sait que ta cheville il va falloir retravailler. Il va falloir retravailler spécifiquement cette capacité d'inversion de la cheville et de supination du pied. En lien avec la spécificité de la blessure. Donc ça c'est important, et surtout dans les amplitudes dans lesquelles on est allé. Et dans le cadre d'une entorse, généralement c'est en inversion, mais avec de la vitesse aussi, en excentrique. Donc tu te dis, et là tu me disais tout à l'heure le four stage process, mais c'est un processus progressif où déjà quand tu t'es fait une entorse, tu peux plus trop aller en inversion, hein. Au début tu peux pas, mais au fur et à mesure de ta réathlétisation, tu vas te dire je vais
je vais forcer dans le sens de l'inversion mais en étant en position neutre, puis je vais aller chercher une isométrique en fin d'amplitude d'inversion, puis après je vais faire de l'excentrique vraiment sous maximal, il y a peu de contraintes, mais aller rechercher dynamiquement cette inversion de cheville, puis avec de plus en plus de vitesse et de la vitesse en excentrique, ça implique plus de contraintes. Ouais. Et c'est voilà, c'est comme ça que toujours rappeler, enfin ça je pense faudrait aller voir, faudrait que peut-être les personnes qui sont intéressées aillent écouter le podcast qu'on avait fait sur la Plio, parce qu'on explique bien, mais de toute façon, même si effectivement on va rajouter de la vitesse, on va rajouter des composantes spécifiques par rapport à la blessure, il y a toujours cette relation inverse entre la complexité de l'exercice et l'intensité que tu peux mettre. Donc à un moment donné, si tu veux vraiment être intense clairement, ouais. dans le mécanisme en fait de blessure, déjà c'est impossible. Du coup, il va falloir revenir sur quelque chose de plus général, donc sans forcément de grandes inversions pour le cas de l'entorse. Par contre, tu peux jouer sur le paramètre complexité, c'est-à-dire vraiment variabilité au niveau de l'amplitude, et là faire des modalités excentriques, ISO, etc. quoi. Mais toujours retenir qu'il y a toujours une relation inverse entre l'intensité que tu peux mettre et la complexité d'un exercice, quoi. Totalement. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour là. Là, je crois que la vidéo, le guide de la mobilité, porte bien son nom. Ouais. On aura vu quand même, je pense, on va dire les choses les plus importantes. Ouais. Évidemment, on peut toujours aller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus dans les détails. Après, ça deviendrait indigeste et le podcast il durerait 3 plombes. Je sais pas combien de temps ça dure là, mais on a déjà évoqué pas mal de choses. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit abonnement si tu n'es pas abonné à la chaîne. Tout, ouais. Interagir, poser tes questions s'il y a des trucs qui sont pas clairs et que tu veux un peu plus d'infos, etc. On essaie de répondre au maximum et surtout les questions on les prend toujours, c'est cool hein, pour les prochains formats questions-réponses où éventuellement on peut rentrer vraiment dans les détails, c'est mieux que sous un commentaire YouTube ou sur Instagram. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, tout ça. Et on se retrouve sur le prochain podcast. Salut.